J'invite dans cette transition Rive de Gier, l'équipe à nous rejoindre. Donc Christelle Morel-Journel, maître de conférence à l'université Jean Moulin Saint-Étienne, co-responsable scientifique de l'équipe de Rive de Gier. Vous êtes accompagné en réalité, et on aura l'occasion d'avoir un extrait musical dans quelques minutes de Berthe et le Barbu qui vous ont accompagné dans le cadre de la démarche de valorisation. Rive de Gier, c'est en réalité une petite ville de 15 000 habitants, situation en réalité transitoire dans son contexte, puisqu'elle a subi, vous le savez, une forte désindustrialisation. Elle est aussi confrontée à un processus particulier qui est celui de la métropolisation, avec bien sûr un lien très particulier avec Lyon. C'est un des aspects particuliers de cette recherche que vous avez menée et que je vous propose de découvrir dans le cadre du reportage qui vous est consacré. Rive de Gier, c'est une petite ville qui a presque 16 000 habitants aujourd'hui. La ville s'étire le long de la vallée de la rivière Gier. Et cette petite ville est surplombée par une autoroute qui la parcourt vraiment le long de la ville et également longée par une voie ferrée de l'autre côté. Rive de Gier, c'est une ville qui a connu une forte industrialisation au XIXe siècle et puis qui, au cours de ce XXe siècle, a connu une érosion industrielle, ce qui fait que la situation sociale et économique n'est pas aussi florissante qu'avant. C'est une ville avec une fragmentation sociale, des parties de la ville qui sont relativement différentes dans leur peuplement et dans leur niveau de richesse. Par contre, c'est une ville dont la localisation est quand même intéressante entre deux métropoles, entre Lyon au nord-est et Saint-Étienne de l'autre côté. En termes de configuration de la ville, donc, il y a un centre-ville ancien, relativement paupérisé aujourd'hui, et depuis les années 50-60, une extension urbaine qui s'est développée sur les coteaux, donc avec des lotissements de différentes périodes. La ville de Rive de Gier a connu un premier grand programme de rénovation urbaine qui a touché le quartier du Grand Pont, un grand quartier d'habitat social. Et puis aujourd'hui démarrent un certain nombre d'autres projets comme celui de la rénovation du centre-ville dont l'habitat est relativement dégradé et dont les populations sont globalement fragiles. Il y a aussi d'autres projets qui doivent s'articuler avec ce grand projet, notamment celui de la découverture de la rivière Gier, parce que c'est sans doute la manière la plus efficace de gérer le risque des inondations des crues de la rivière. Mais c'est une découverture qui questionne en fait la manière dont la ville a été façonnée depuis une dizaine d'années et dont elle est utilisée aujourd'hui. L'ensemble de ces projets, qui sont ceux de la ville, en fait, sont à des horizons qui sont relativement lointains, difficiles à appréhender pour les habitants. Ils ont envie, besoin de savoir la manière dont ces projets vont impacter leurs espaces de vie, leurs espaces de travail, la manière dont fonctionne la ville actuellement. J'habite dans cette ville depuis 38 ans. C'est en train de changer. Ça ne sera jamais autrement de toute façon. La ville, elle est comme ça. Et bon, à part des petites transformations, mais bon, ça ne pourra jamais revenir comme avant. C'est pas possible. J'ai entendu parler qu'ils allaient découvrir la rivière, mais j'y crois pas trop en fait. Puisqu'ils l'ont recouvert quand je suis arrivée il y a 38 ans. Les gens ont envie de voir bouger ce centre-ville, cette ville de reconquérir ses lettres de noblesse. Et ils sont en phase d'attente aujourd'hui, si on veut dire qu'ils sont en phase de grande attente même. Entre le temps administratif et le temps de la réalisation, il y a parfois un monde et les gens sont plus dans l'interrogatif en attendant avec beaucoup d'espoir le démarrage des travaux et voir les premiers dossiers voir le jour en 2020. Notre étude POPSU sur Rive de Gier, elle vise à questionner des projets de transformation qui doivent se mettre en œuvre sur les 10, 20 et 30 prochaines années. On a décidé de passer par un moyen original qui consiste à produire en fait des scénarios contrastés en fait, de transition qui dessinent des avenirs possibles
pour Rive de Gier. Et ces scénarios, c'est le résultat de notre enquête de terrain pendant plusieurs mois auprès des acteurs locaux et des populations locales. On s'est nourri en fait de ces discours qu'on a enregistrés et qui nous ont conduit donc à élaborer ces scénarios. Un exemple de scénario qu'on a élaboré dans le cadre de cette recherche, c'est un scénario qu'on a appelé Rive de Gier, ville éco-citoyenne, où là on a un développement de la ville sur les thématiques de protection de l'environnement, de transition écologique. Un autre scénario qu'on a appelé Rive de Gier, ville entrepreneuriale et néo-industrielle, où la ville réinvente en fait un avenir centré sur l'industrie et sur le développement économique. On a décidé d'associer des artistes à ce projet, au départ sur une intuition qui correspond aussi à des pratiques de plus en plus courantes dans le monde de la recherche. Et donc on s'est dit que les artistes pourraient être un atout pour nous aider dans la médiation et dans le contact avec les publics qu'on souhaitait associer à ce projet. Donc on travaille en fait dans le cadre de ce projet avec un photographe, Éric Villemain. Il nous apporte plein de choses dans ce projet. Il permet de documenter en fait la recherche en train de se faire. C'est-à-dire qu'il fait des photos de la recherche en acte. Donc ça c'est intéressant de pouvoir documenter ça sur le temps long. Et puis il contribue bien évidemment à la production des scénarios, notamment par la mise en image de ces scénarios à partir desquels on souhaite faire discuter les populations locales des avenirs possibles de Rive de Gier. Le fait que notre photographe soit avec nous sur le terrain, ça lui a donné plein d'idées, plein de sujets qui sont plus ou moins connectés au projet, mais qui peuvent être un peu plus périphériques. Par exemple, il a produit une série avec des enfants sur les modes de déplacement du futur. Il nous offre des possibilités d'analyse et d'observation un peu décalées, parce que l'œil du photographe n'est pas l'œil du chercheur. J'avais envie de travailler avec des adolescents parce que j'avais rencontré pour le moment que des adultes et qui avaient une vision de la ville assez classique. Et je me disais qu'avec des adolescents, on pourrait trouver un imaginaire un peu plus fécond, quelque chose d'un peu plus riche. On a fait un atelier maquette et après un atelier prise de vue où on les a photographiés ainsi que leurs maquettes sur fond vert pour les intégrer ensuite en photomontage dans les rues de la ville. Le principe de ce projet, c'était vraiment d'emmener les gamins dans un imaginaire, les faire penser que les déplacements dans la ville, c'était aussi pour eux, et c'était aussi quelque chose dans lequel ils allaient s'impliquer maintenant ou plus tard. C'était aussi une manière pour moi de les impliquer à vivre l'avenir de la ville pleinement. Dans le cadre du programme POP sur Rive de Gier, nous avons mis en place un atelier étudiant. Et à ces étudiants, nous leur avons demandé d'approfondir en fait, un certain nombre de thèmes qui nous sont apparus importants dans le cadre du programme de recherche. Le travail des étudiants, c'est une véritable aide à l'approfondissement de scénarios sectoriels que nous allons pouvoir faire rentrer ensuite dans nos scénarios de transition globale. À la fin de l'atelier, les étudiants doivent délivrer à la fois leur diagnostic et leurs propositions devant les habitants, les élus, le maire de Rive de Gier et le conseil citoyen. Nous, notre thème, c'est cité végétale et notre terrain d'étude, c'est la rue du Château. Notre but, c'est d'intégrer les enjeux climatiques actuels dans le projet. C'est une friche qui est utilisée en parking sauvage, donc avec des utilisations informelles de l'espace. Il y a des endroits qui sont un petit peu anxiogènes et en questionnant les habitants, savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, leurs besoins et les usages de cet espace, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'un parking, ce qui ne correspond pas vraiment avec l'idée de la cité végétale. Donc notre travail était d'essayer de concilier les besoins de la population avec notre thème. Toutes ces petites pistes que vous avez proposées sont vraiment une chance pour Rive de Gier. Tout ce qu'on peut faire à l'avenir, votre travail sera très très fructueux pour nous. Voilà. Donc merci pour votre travail. À peu près tous les sujets m'ont intéressé, notamment tout ce qui est la circulation, les voies cyclables, les choses comme ça. Les circuits courts, il faudra du temps, effectivement, parce que dépolluer certains sites, par exemple, rénover toutes les friches industrielles qu'il y a à l'entrée de la ville, il y en a pour un moment aussi, mais ça va dans le bon sens tout ça, voilà. Les projets qui ont été présentés ce matin me semblent correspondre à ce qu'ont eu droit jusqu'à présent les grandes métropoles, c'est-à-dire moins des voitures, c'est-à-dire plus d'espace vert, plus d'espace pour vivre ensemble, pour faire du vélo, pour avoir des lieux de convivialité. Enfin, ça arrive dans des petites villes comme Rive de Gier qui ont d'énormes besoins et qui pour l'instant ont été laissés un petit peu de côté.
Qu'est-ce que peut attendre une commune comme la commune de Rive-de-Gier de l'étude menée par les chercheurs du POPSUB? Un peu tout. D'abord, il y a une grande hétérogénéité dans la composition des formations des chercheurs du POPSUB, ce qui nous permet d'avoir une vision encore beaucoup plus généraliste que le seul problème de l'urbanisme, de l'inondation ou de la réponse aux problématiques de logement. Il y a donc une vision qui intègre le développement durable, une vision qui intègre les problématiques environnementales telles que la biodiversité, etc. Un projet, on ne le conçoit pas pour nous-mêmes, mais bien pour le besoin et la satisfaction de nos populations. C'est une vision à long terme qu'on doit avoir et pas nécessairement une vision à court terme, comme ça arrive souvent au niveau des élus locaux. Et là, les chercheurs du POPSUB nous ont effectivement ouvert un certain nombre d'espaces de réflexion. On a pu découvrir qu'il y avait des volets sur lesquels on n'avait pas spécialement, nous, bien avancé. Aujourd'hui, il est difficile de donner des résultats de la recherche POPSUB à Rive-de-Gier. Elle est encore en train de se faire. Nous avons beaucoup de matériaux, nous avons commencé à les exploiter. Avant ces résultats plus définitifs, il y a un certain nombre de résultats qui relèvent du processus de recherche. Et parmi ces résultats, je pense que l'on peut citer le fait que travailler en confiance avec les techniciens de la ville, ça a aussi changé, je pense, des relations qui sont souvent surplombantes, peut-être du côté de la recherche, pas très confiantes du côté des techniciens, et que par le fait de se fréquenter régulièrement, on a réussi à construire des relations partenariales de confiance entre chercheurs et praticiens. Pour ce qui concerne des résultats peut-être plus concrets, les scénarios de transition sont un autre résultat dont on espère qu'il nous permettra aussi de développer un dialogue peut-être avec les autres équipes de recherche POPSUB. Et puis, autre élément de résultat, peut-être le fait d'avoir découvert aussi les nombreuses ressources de cette ville populaire, les ressources de la vie associative, des ressources de solidarité qui sont très vivaces dans cette ville de Rive-de-Gier. Alors, après Marseillan, qui a du mal à tourner la page de la grande époque du tourisme de masse, Rive-de-Gier, qui cumule quand même pas mal de handicaps et qui, elle, bien sûr, doit tourner la page de la désindustrialisation. Alors maintenant, on ne dit plus ville en crise économique, on dit ville en transition. Donc on a posé un mot sur une période longue. Et c'est bien, transition. Mais transition, c'est un gros problème, effectivement, pour les citoyens, c'est que ça rime avec trop long. N'est-ce pas ? Voilà. Et donc, vous avez inventé des méthodes participatives, effectivement, avec les élus, et vous allez y revenir et on va en reparler. Mais justement, une question pour lancer cette restitution. Les élus ont regardé comment ces expérimentations sur, effectivement, ces processus participatifs qui permettent d'associer les citoyens au temps long de la transition. Marie-Hélène, vous commencez fort avec cette question. D'abord, donc, merci de m'accueillir aussi, là aussi, au nom d'une équipe de recherche qui est plus large. J'ai bien entendu Jean-Claude Charvin dans le film faire juxtaposer le temps long de l'administration, a-t-il dit, et le temps de la réalisation, voilà, face au temps des habitants. C'est clair que c'est, en tout cas, inscrire cette recherche dans la transition, c'était se donner le temps long, alors rétrospectif aussi pour ne pas polarisé sur une crise de la désindustrialisation des années 80 qui a existé bien sûr, mais qui est vraiment dans un processus plus long d'érosion industrielle. Et puis d'essayer aussi de se sortir du temps court de la recherche POPSUB territoire. Cette année-là pour lancer une réflexion des habitants, du Conseil citoyen, des enfants de la MJC aussi sur l'avenir, les avenirs de leur ville. Réaction des élus à ça, alors des scénarios qui évidemment sont prospectifs, non pas prescriptifs, dans lesquels nous avons intégré tous les apports des entretiens que nous avons faits. Une réaction contrastée, c'est-à-dire oui, des éléments dont ils peuvent se saisir, mais
expectative, j'ai pas dit difficulté, devant l'aspect global qu'on a gardé aux recherches et qui pose la question du projet politique, je vais dire ça comme ça, et donc en renvoyant aussi à ce que Sylvie Foll a pu dire tout à l'heure de cette question stratégique globale et pas modèle d'aménagement pour les petites villes. Et vous avez mis en place un dispositif qui était très particulier, les vendredis de Rive de Gier. Vous allez nous les expliquer. Vous aviez investi le marché avec toute l'équipe de recherche. Vous avez arpenté cette ville le vendredi. Vous donniez rendez-vous justement à un certain nombre d'acteurs. C'était aussi pour vous l'occasion, et vous le rappelez dans le film, de mettre en place un certain nombre de dispositifs de médiation artistique. Vous avez pu voir à l'image il y a quelques instants les photographes intervenir, mais je souligne également qu'il y avait été mis en place un théâtre d'improvisation et une équipe qui vous a accompagné tout au long de ce projet, avec des restitutions intermédiaires et du théâtre d'improvisation dans toutes vos séquences. Et puis Berthe et Barbu, groupe de musique qui vous ont composé un certain nombre de chansons, dont une qui vous sera proposée dans quelques secondes. Je leur propose de nous rejoindre d'ailleurs et de pouvoir vous installer sur scène, et pendant qu'on vous équipe pour cet interlude, que Christelle, vous puissiez éventuellement répondre à cette volonté de médiation que vous aviez par ces outils et ces dispositifs si particuliers. C'est vrai, alors Emmanuel est revenu dans le film aussi sur cette question-là. Popsu, c'était 1 an, donc c'est vrai que cette médiation artistique, cette possibilité de délivrer en gros les résultats de la recherche un petit peu en continu avec des productions artistiques nous paraissait extrêmement intéressante, augmentait au sens un peu informatique du terme la possibilité de recueillir encore des réactions à ce que l'on trouvait. Et puis je crois qu'au fond, ça a aussi changé notre manière de faire de la recherche, avec la nécessité comme avec les praticiens, et j'ai dit praticiens pas élus tout à l'heure, mais la nécessité de s'expliquer aussi sur nos catégories, sur nos positionnements par rapport aux transformations de cette petite ville. Merci. Alors peut-être une question en attendant l'équipement qui est en train de se mettre en place justement pour Berthe et le Barbu. C'est finalement quels équipements, quels éléments vous êtes basés pour composer ces chansons, sur quoi vous êtes fondé, pourquoi avoir initié finalement cette démarche? Oui. Sur quoi on s'est basé? Sur beaucoup déjà le matériel de recherche, donc beaucoup les interviews, beaucoup les interviews, ça fait le réglage du son en même temps, c'est bien. Donc beaucoup sur les interviews des habitants, des acteurs, des élus, menés par toute l'équipe, par beaucoup de discussions aussi. L'immersion un peu dans tout ça. Les balades urbaines et ouais. Tout ça. Beaucoup de balades. Voilà. On a rencontré les habitants. Oui, tout à fait. Voilà. Je crois que vous êtes installés. Eh bien, oui. Écoutez, on vous écoute. Eh bien, on va se régler un tout petit peu et on va essayer. C'est nouveau pour nous, peut-être pour vous aussi. Voilà. Est-ce que ça marche? C'est équilibré? On entend? Ouais. Hop, voilà. Je crois que j'en étais là. Vous entendez un peu tout? Bon, on n'a pas l'habitude d'être dans cette configuration-là, vraiment, donc on va voir. C'est pas trop bouger, mais d'être vivant quand même. Et on vous emmène à Rive de Gier, du coup. On y est déjà un petit peu, on a vu le film, on a entendu Christelle. Et on va rebondir sur des choses qui correspondent un peu à ce que vous avez vu d'ailleurs, et un peu à des points de vue d'habitants, voilà, pour continuer à répondre à la question. Il y a beaucoup de dialogues d'habitants dans les chansons. C'était pas mal. Non, mais c'est... On va voir. C'est un joli coin de la Loire où va se dérouler notre histoire.
Et pour planter le décor, rappelons tout d'abord. Oh, 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 au milieu coule une rivière. Au milieu coule une rivière. tu sais quoi? Non. Eh ben, il paraît qu'ils vont la découvrir, la rivière. Ah ouais? Eh ouais. Mais pourquoi? Bah quand même. Mais pour quand même quoi? Bah je sais pas, y a rien qui te choque. Non. Ça s'appelle comment ici? Bah Rive de Gier. Rive de Gier, ouais. Rive de Gier. Et quand tu te balades en ville. Ah non mais ça m'arrive plus trop ce temps-ci. Bon, si t'allais en centre-ville, tu la verrais la rive? Tu le verrais le Gier? On a fini par l'oublier, mais sous la place, il y a de l'eau. Oh, 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 au milieu coule une rivière. Sous le cours Nelson Mandela. Au milieu coule une rivière. Sous le cours du 11 novembre. Au milieu coule une rivière. Sous le cours Gambetta. Au milieu coule une rivière. Sous tous ces cours d'asphalte, il y a de l'eau, faudrait pas l'oublier. Ouais, mais si on enlève les cours, les avenues, les rues, comment je fais pour descendre en bagnole en centre-ville, moi? Non, mais tu viens déjà plus, tu l'as dit tout à l'heure. Bah ouais, mais c'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Non, mais justement, si on découvre le Gier, ça sera aussi joli que sur les cartes postales d'autrefois. Mais attends, tes cartes postales, elles sont un petit peu en noir et blanc, hein. Rappelle-toi comment c'était la couleur de l'eau dans les années 50-60. Oh, 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 oh. Au milieu coule une rivière, belle comme un arc-en-ciel. Au milieu coule une rivière, avec ses jolis reflets. Au milieu coule une rivière, selon les jours, jaune, rouge, vert. Au milieu coule une rivière, bref, une décharge à ciel ouvert. Au milieu coule une rivière. C'est ça que t'appelles de tes vœux? Non, mais ça c'était avant, à cause des usines, en amont. C'est plus pareil maintenant. Un bon décapage, et c'est bon. Ouais, il y a moins d'usines maintenant et moins de boulot, et ça c'est con. Pour leurs travaux là, faut de l'argent, sûr que ça va coûter bonbon. Oui, ça a probablement en effet quelques centaines de millions d'euros. Ouais, c'est un projet très beau, mais très très loin d'être réalisé. Non, mais il y a des aides pour ça. Et des aides de qui? Eh ben, des aides de l'État. Des aides du PRIR, de l'ANRU, de SEM, du PUCA, de POPSU. Tu te mélanges pas un petit peu là? Bah, il y a des finances, quoi. Et pour 20, 30, 40 ans, tu penses? J'espère. Franchement, pour bien moins cher. On fait rime et rue Richarme avec rue piétonne pleine de charme. On implante ou au moins on conserve des services publics qui nous servent. Mais oui, c'est ça. On peut faire plein de travaux, des aménagements très beaux, sauf que dans les bâtiments sur tes places, à la première crue qui passe... Oui. Oh, 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 au milieu coule une rivière. Sur le cours Nelson Mandela. Au milieu coule une rivière. Ravageant le cours Gambetta. Au milieu coule une rivière. Sous l'eau, les bâtiments high-tech. Au milieu coule une rivière. Souviens-toi de la médiathèque. Au milieu coule une rivière. Attends, mais ils font quoi du marché s'ils font des travaux là? Eh ben, je crois qu'ils le déplacent. Franchement? Mais attends, c'est la dernière raison que j'aurais peut-être de descendre en centre-ville une fois de temps en temps à vendredi, quoi. Alors, ça tient à rien la survie du marché. Alors, s'ils le déplacent le temps des travaux, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Ouais, sauf que t'es pas au courant que, en fait, depuis les crues, là, les sous-bassements de la place, c'est quand même pas en super état. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faudra faire des travaux, dépenser de l'argent, déplacer le marché, juste pour maintenir du béton. Donc, en fait, c'est... Enfin, voilà, ça va être quand même... Oui, j'ai pas trop suivi les raisonnements, j'étais sur mes arpèges là, enfin, bon, il le mettrait où alors ce marché? Eh ben, derrière la mairie, je crois, sur le square Marcel Paul. Ah, mais attends, là-bas aussi avant, il y avait de l'eau. Oh, 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 au milieu coule un canal. Et quand je regarde tes cartes postales, au milieu coule un canal. Ça, c'était plus original. Au milieu coule un canal.
même qui passait sous la mairie. Au milieu coule un canal. Sous une belle arche, ils ont pas ça à Paris. Au milieu coule un canal. On oublie la découverture du Gier. Au milieu coule un canal. C'est là-bas qu'il faut réaménager. Au milieu coule un canal. On rouvre le grand bassin. Au milieu coule un canal. On relance les joutes. Ça, ce serait bien. Au milieu coule un canal. 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 Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était Berthe et le Barbu. On aura l'occasion de vous retrouver dans la journée pour un autre morceau intitulé Tabula Rasa qui vous sera proposé tout à l'heure. C'est en réalité un des morceaux que vous avez qui a été composé au cours de cette recherche. Ici, il s'intéresse plus particulièrement au cours d'eau du Gier, mais vous en avez d'autres en réalité sur la métropole, la métropolisation, qui était une question en fait au centre de votre recherche, puisque Rive de Gier est dans l'ère d'influence, dans l'interland en réalité de deux métropoles. J'ai évoqué tout à l'heure Lyon, mais en réalité, il y a également Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous avez pu observer en réalité en termes de résultats de recherche, de questions qui ont pu ressortir et comment vous l'avez donc abordé cet enjeu? Merci pour cette question. C'est vrai que la singularité de Rive de Gier, pour en revenir tout à l'heure à ce que disait Jean-Marc Hoffner, est aussi intéressante parce qu'elle permet de penser la complexité du processus de métropolisation. Donc effectivement, Rive de Gier est bien dans l'ère métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, mais aussi insérée dans cette vallée du Gier qui a été urbanisée depuis longtemps, en tout cas dans l'explosion, s'est développée avec l'urbanisation du début du 19e siècle. Et on a ici une formation urbanisée assez originale d'un chapelet de petites villes qui remplissent plus ou moins des fonctions de centralité. Et Rive de Gier est aussi une des deux centralités principales de cette vallée du Gier. Donc, complexité de ce processus de métropolisation, avec évidemment une attractivité côté Lyon et côté Saint-Étienne, plus importante, en tout cas en termes d'emploi côté Saint-Étienne que côté Lyon, et une ville qui cherche clairement une stratégie pour sortir de cette fonction de territoire subalterne dans laquelle elle est, notamment, et qui se traduit notamment par un développement de la périurbanisation très fort depuis les années 80 pour accueillir des habitants de l'agglomération lyonnaise et de l'agglomération Saint-Étienne qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques de la ville, et notamment du centre-ville, que les habitants déjà là. Merci infiniment. On poursuit en réalité ce tour de France avec la ville et le territoire de Vitré. À Vitré, en réalité, il y a du travail, mais habiter Vitré, jamais. Avec la LGV, Vitré va décrocher. Impossible de trouver un électricien sur le territoire. Autant de formules souvent entendues dans les conversations sur le territoire et en particulier son développement économique. Et pourtant, à Vitré, on observe pas ou peu de chômage, une spécialisation industrielle fortement reconnue en réalité en France, mais également plus largement à l'international, des implantations massives d'industrie, une démographie croissante, réelle et continue. Elle est liée à une grande figure, monsieur le ministre, monsieur le maire, on est très heureux de vous recevoir, Pierre Ménieri, et puis nous a rejoint également Benoît Mantabonne, maître de conférence à l'université de Rennes 2, laboratoire ESO, et vous avez été responsable scientifique de l'équipe de Vitré. Je vous propose de découvrir le reportage qui vous a été consacré. La
ville de Vitré, c'est une petite ville à l'échelle française, 17 000 habitants. Mais aujourd'hui, c'est une ville assez dynamique sur le plan démographique. Et surtout, c'est une ville très dynamique sur le plan de l'emploi. Dans la dernière statistique par l'INSEE, on est à 4,6% de taux de chômage, c'est-à-dire en dessous le seuil du plein emploi, et le troisième meilleur taux de chômage en France, qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, un contexte régional. De manière générale, en Bretagne, on a un taux de chômage plus faible qu'ailleurs en France, et qui s'explique surtout par le tissu industriel local, qui lui s'appuie sur de nombreuses entreprises qui sont dynamiques, qui sont plutôt les entreprises récentes, qui sont arrivées sur le territoire il y a finalement peu de temps, à l'échelle du temps industriel. Et surtout, c'est des entreprises et des emplois industriels qui s'appuient sur des caractéristiques propres au territoire. C'est à la fois une histoire liée à la forte présence de l'agriculture, donc de l'industrie agroalimentaire, une histoire liée aussi à des relations plutôt apaisées aussi entre le salariat et le patronat, qui fait que historiquement on a très peu de grèves sur le territoire de Vitré et qu'on a des salariés qui sont plutôt disponibles en fonction évidemment de l'emploi qu'on peut leur offrir. Aujourd'hui, ce taux de chômage à 4,6%, c'est le résultat d'une mobilisation du tissu économique et du tissu politique local. Depuis en gros 1977 et l'arrivée d'un homme, Pierre Méhaignerie, à la tête de la ville de Vitré, on a eu une politique qui a été menée pour favoriser l'investissement et l'implantation de nouvelles entreprises sur place. Donc cette mobilisation, évidemment, elle se met en place de différentes manières, à la fois sur le plan politique, où là on s'appuie sur des réseaux départementaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, pour aller chercher des investisseurs. Et là, on a des exemples où le maire a pris lui-même son bâton de pèlerin pour aller toquer à la porte des entreprises et convaincre un des chefs d'entreprise de venir s'installer sur le territoire de Vitré. Comment avons-nous pu attirer les entreprises? Le plus important, à mon avis, c'est la capacité de construire pour l'entreprise les bâtiments, de façon à ce que l'entreprise se concentre sur son développement et soit plus sécurisée. La construction de 30 bâtiments industriels a été un élément clé. Le deuxième élément, c'est la capacité dans ce bassin d'emploi de savoir qu'il y a une éthique du travail et que l'entreprise pourra réussir. Un autre élément, c'est de s'occuper de toutes leurs difficultés. Le maître mot finalement de la politique économique du territoire de Vitré, c'est zéro contrainte pour les entreprises. Et puis évidemment, c'est tout un ensemble d'avantages fiscaux. Notamment la règle, c'est plutôt de dire on est à 30% en dessous de la moyenne nationale pour que les entreprises n'aient pas à verser trop d'impôts sur les différentes contributions qu'elles ont à verser. Mais c'est aussi des aides sociales pour les employés. Par exemple, sur la zone industrielle d'Étrelles, c'est Vitré Communauté, donc la collectivité locale, qui a créé une crèche pour que les salariés puissent faire garder leurs enfants sur place. Donc tout ça, c'est un ensemble finalement de facteurs qui vont faciliter la vie des entreprises, qui vont faire qu'elles vont venir de manière assez facile sur le territoire. L'étude POPSU, elle avait deux objectifs. Le premier, c'était de comprendre la réussite du territoire vitréen. Peut-on parler d'un modèle vitréen? Donc comprendre finalement cette réussite économique et voir si on peut tirer des grandes lignes qui pourrait profiter à d'autres territoires. Et puis le deuxième objectif, c'était de voir un peu la durabilité de ce modèle dans le temps. Est-ce que par rapport aux évolutions du milieu économique, par rapport aux évolutions de la société, par rapport à l'évolution même du marché mondial, est-ce que ce qui existe aujourd'hui va perdurer? La France est administrativement lourde, donc faciliter la vie des entreprises est considéré. Nous avons décidé de regrouper dans un seul bâtiment qui s'appelle la Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation, les 10 structures qui s'occupent de l'emploi. Depuis une chambre de commerce jusqu'à Pôle emploi, en passant par le centre d'information et d'orientation scolaire, avec un seul directeur. C'est un avantage pour beaucoup d'entreprises. Une entreprise a besoin de 17 salariés ou de 8 salariés dans 6 mois. La Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation s'en occupe. Et nous avons fait attention à ce que la présidence de cette Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation soit présidée par un chef d'entreprise et non pas par un élu, toujours pour faciliter la communication élu-entrepreneur. La Maison de l'Emploi du Pays de Vitré, c'est plusieurs structures au sein de ce bâtiment qui ont toutes un objectif d'accompagnement des entreprises et d'accompagnement des publics.
Toutes ces structures présentes au même endroit permettent d'identifier peut-être la Maison de l'Emploi, comme certains disent, un guichet unique. Et quelle que soit leur problématique, quelle que soit la structure à laquelle elles frappent, les entreprises ou les personnes seront réorientées vers le bon interlocuteur. Donc il y a une complémentarité, une synergie entre les structures qui fait que probablement les choses vont plus vite et sont sans doute plus fluides. Les besoins des entreprises peuvent être variés. Majoritairement, leurs demandes concernent le recrutement. C'est très vrai sur notre territoire qui a un taux de chômage très faible. Il y a une demande d'appui à la recherche de candidats. Donc, outre la diffusion des offres d'emploi, qui est la première étape, il y a vraiment un travail d'analyse du besoin de l'entreprise et de trouver des solutions auxquelles l'entreprise n'avait peut-être pas pensé, à savoir former les personnes avant leur recrutement, ouvrir considérablement leurs critères de recrutement. J'habite Vitré. En 2018, j'ai décidé de changer de métier. Et donc la MEF m'a aidé dans le cadre d'un atelier qui mettait en place sur la stratégie des réseaux sociaux professionnels. Et c'est au cours de cet atelier en fait, que j'ai découvert que je pouvais éventuellement aussi moi travailler dans le métier du digital. Donc la MEF m'a aidé à trouver une formation en tant que chef de projet en transition numérique. Donc j'ai intégré rapidement cette formation. Et avant même d'avoir terminé la formation, une entreprise est venue m'embaucher. La MEF, en fait, aujourd'hui, elle est arrivée un petit peu en complément de ce qu'un Pôle emploi classique pouvait me proposer, justement au travers de ces ateliers. Parce que c'est quelque chose que Pôle emploi ne propose pas sur toutes ses antennes. La MEF peut être un outil pour les chefs d'entreprise à deux niveaux. Au moment de l'installation, lorsque Webhelp s'est installé, nous nous sommes appuyés beaucoup sur la Maison de l'Emploi et de la formation pour professionnaliser des profils de salariés sur lesquels le bassin n'était pas forcément habitué. Donc nous a accompagnés en partenariat avec Pôle emploi à faire ce travail de détection de profils. Nous accompagne aussi aujourd'hui sur toute la partie formation, au-delà même du métier de conseiller de clientèle. Nous avons des métiers de manager et toute cette partie-là a besoin de se développer. Nous le faisons par l'intermédiaire de la MEF. Donc l'idée, c'est aussi de voir si les entreprises vont continuer à venir et si les salariés qui sont dans les entreprises vont aussi s'implanter sur le territoire de Vitré et finalement faire vivre le territoire par leur implantation. Je n'habite pas à Vitré parce que je préfère les grandes villes. Je préfère là où il y a un petit peu plus d'activités culturelles, etc. Et un peu plus possibilité de bouger aussi avec le train. Je suis encore jeune et Rennes a un aspect étudiant que j'apprécie beaucoup, que je ne retrouve pas forcément à Vitré. Rennes bouge un peu plus le week-end. Après, au niveau des amis, pareil, Rennes, c'est beaucoup plus attractif, même au niveau du shopping, des sorties, des restaurants, des bars. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens qui travaillent à Vitré n'habitent pas à Vitré. C'est pas un fait qui est exceptionnel par rapport aux autres territoires, bien évidemment, mais c'est, on pourrait dire, un manque à gagner pour le territoire de Vitré. Parce que Vitré développe des emplois, mais le territoire de Vitré n'a pas les retombées économiques de la présence de ces gens sur son territoire. L'explication, elle est de deux ordres. Le premier, c'est que finalement, le cadre socio-culturel de la petite ville ne correspond pas à tout le monde. Les jeunes, les cadres notamment, mais d'autres personnes aussi, préfèrent habiter dans des grandes villes parce que l'offre culturelle, l'offre sociale, l'offre commerciale est plus développée. Et puis le deuxième élément, c'est l'offre en logement. Ce qu'on constate sur Vitré, c'est que les biens sont plutôt chers par rapport au marché et ne correspondent pas à ce que les gens attendent. Donc un des enjeux aussi pour le territoire de Vitré, c'est de faire en sorte que l'offre de logement corresponde à la demande en logement des gens qui travaillent sur son territoire. L'attractivité de Vitré, il fallait la créer au début. Elle a évolué favorablement du fait de la construction de l'autoroute, qui a été un élément clé. Paris-Rennes, aussi par l'existence d'une voie ferrée qui facilite la vie des entreprises. Et puis par l'image que nous avons donnée et qui a été reprise par beaucoup de journaux sur le dynamisme entrepreneurial et la capacité de réussir des entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises qui se sont décentralisées ont commencé avec 100 emplois. Elles ont souvent aujourd'hui 500 emplois. Donc elles ont trouvé un milieu favorable pour leur développement. Les résultats sont un peu plus mitigés finalement. Autant sur le développement économique, c'est assez clair sur comment fonctionne le modèle, autant sur les effets indirects, on va dire, des salariés sur le territoire.
plus mitigé. Ces gens-là ne sont pas implantés sur le territoire, donc ils ne participent pas finalement à la consommation locale et ne participent pas directement à la mise en place de ce qu'on peut appeler une économie présentielle. Une conclusion de ce programme, c'est de dire que Vitré a beaucoup misé sur l'économie productive, sur l'industriel, sur la production économique, mais elle n'a peut-être pas pris autant que d'autres territoires le tournant de l'économie présentielle. Et un des défis qui se pose à Vitré aujourd'hui, c'est justement de faire vivre cette économie présentielle, qui est certes plus liée sur la consommation, mais qui aujourd'hui, finalement, draine pratiquement plus de richesses que l'économie productive. Un résultat intéressant, c'est aussi le portage politique. Et ce que l'étude nous apprend du portage politique du développement économique. On voit bien à Vitré que les élus, et notamment le maire Pierre Méhaignerie, est surinvesti sur le projet du portage politique, sur le projet du développement économique également. C'est un atout important parce que c'est pas lui qui va évidemment créer les emplois, mais c'est lui qui peut faire le lien entre les entrepreneurs. C'est lui qui peut aller chercher les investisseurs. Le maire, c'est un commutateur finalement entre un territoire qui est prêt, disponible, disposé pour travailler et des investisseurs qui cherchent finalement les dispositions du territoire. Donc l'action publique compte finalement dans le développement économique. Donc le film vient de montrer un certain nombre d'innovations, les zones industrielles équipées, la maison de l'emploi, je vais y revenir, en effet, qui sont des inventions. Et s'agissant donc du portage politique sur lequel conclut ce petit document, une question, effectivement, et je reviens à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi, c'est d'abord une innovation intéressante pour tout le monde. En effet, on rêve tous de réunir, par exemple, la Chambre des métiers avec Pôle emploi, mais encore faut-il le faire. C'est-à-dire que quand même, ça suppose que d'une petite ville à l'autorité de réunir, par exemple, des administrations publiques. Donc c'est une espèce d'inversion du rapport d'autorité. Donc le secret, il est là aussi. Comment le portage politique peut-il permettre à une petite ville, enfin, comment une petite ville peut-elle réussir effectivement, avec l'exemple de la Maison de l'Emploi, en effet, à fédérer des institutions publiques et économiques sous son autorité? Bonjour à tous. D'abord, moi, je suis né dans une petite commune. J'étais le seul à faire des études. L'espoir des gens, c'était de trouver un emploi et de vivre au pays. Et j'ai reçu 2 coups de massue sur la tête en démarrant. Le premier coup de massue, c'est un congrès de la CFDT. Et le titre d'Ouest France, le pays de Vitré est appelé à disparaître. Vision apocalyptique, bas salaire, chômage élevé, vide culturel absolu. Quand vous recevez ça sur la tête, vous avez envie d'agir. Alors, quels sont les 4 points essentiels pour répondre un peu indirectement à votre question? La première, c'est la passion et la conviction. Je crois qu'il faut donner de l'optimisme au pays et dire tout ne dépend pas de l'État, mais de nous-mêmes. Le deuxième point, nous avons essayé d'anticiper. Je donne un exemple. On a créé 31 bâtiments et au début, 4 bâtiments relais. Un jeune ingénieur électronicien de Rennes vient nous trouver en disant « J'ai pas d'argent, mais on veut avec une dizaine monter notre propre entreprise ». Le soir même, il avait un bâtiment. Aujourd'hui, c'est 700 emplois. C'est Thales qui a racheté l'entreprise. Donc la capacité d'anticipation est importante. Je donne un autre exemple. Nous avions un déséquilibre féminin-masculin et nous avons essayé, en prenant beaucoup de risques, de créer un centre d'appel avant d'avoir le candidat. Les gens nous ont dit, les promoteurs à Rennes, qui ne voulaient pas investir à Vitré, petite ville moyenne, il va se casser la gueule. Nous avons réussi à avoir une entreprise qui a 700. Donc la passion, l'anticipation, la prise de risque, et puis j'ajoute la considération. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme ingénieur agronome en Tunisie, sur la frontière tuniso-algérienne. Et j'ai mesuré pendant la guerre de 6 jours que les étudiants et lycéens n'étaient pas tenables. Ils espéraient tellement la victoire de l'Égypte sur Israël que c'est là où on s'aperçoit que l'humiliation
qu'elles soient individuelles ou collectives, c'est la nitroglycérine de la politique. Eh bien, le besoin de considération du chef d'entreprise, il est presque aussi important. Et nous avons beaucoup joué là-dessus. Une implantation d'une entreprise de cosmétiques qui voulait s'implanter à 100 km de Paris est venue à 320 km, tout simplement parce qu'elle a su qu'il y aurait une qualité d'accueil. Vous avez parlé de bâtiments. Bon, la France souffre d'une inadaptation et d'une lourdeur administrative. 10 structures s'occupent de l'emploi. Grâce, je le reconnais, à Jean-Louis Borloo, nous avons décidé de faire une maison que nous avons construite nous-mêmes et que nous donnons en location à ces 10 structures. Et nous avons essayé de le convaincre de n'avoir qu'un seul directeur. Pôle emploi, maison de l'emploi, etc., mission locale. Un seul directeur au lieu d'en avoir plusieurs. Le résultat est sans comparaison. Donc voilà les 4-5 points qui étaient... Et je dirais le dernier, l'engagement citoyen. La Bretagne a quand même une force par rapport à d'autres régions, les Pays de Loire aussi. C'est l'engagement citoyen qui part des traditions rurales, l'éthique du travail, et aussi le catholicisme social, le sentiment de l'autre, et puis aussi la capacité d'organisation d'un territoire. Je le dis parce que nous avons, pour donner des exemples, 200 artisans et gens de métier qui, le mercredi après-midi, transmettent leur savoir-faire à des jeunes de 9 à 14 ans pour développer l'intelligence des mains. Compte tenu des faiblesses de l'université qui s'est concentrée dans les métropoles, nous sommes obligés de travailler nous-mêmes, sans attendre l'université. Deuxième exemple, nous avons un don du sang de 60% supérieur à la moyenne de la Bretagne. Troisième point, nous n'avons que des pompiers volontaires. Que des pompiers volontaires, alors que certains voulaient nous mettre des pompiers professionnels. Les pompiers bénévoles volontaires. On dit, si on nous impose des pompiers professionnels, on démissionne tous collectivement. Et le résultat, c'est 6 fois moins coûteux. Et ça développe une politique de solidarité. Voilà quelques exemples, avec une voix un peu enrouée, j'en suis désolé. Merci. Alors, quand on a eu l'occasion d'arpenter avec vous le territoire de Vitré, je vous remercie encore pour votre accueil, vous nous avez dit quelque chose, vous nous avez confié qu'en moins de 24 heures, vous mettiez pour défi de pouvoir accueillir n'importe quelle entreprise. Ça nous a énormément marqué. Vous en faites en réalité un défi, mais au-delà de ça aussi une marque de fabrique à Vitré. Quelles ont été pour vous, en fait, dans l'histoire de cette ville et dans sa structuration, les grandes étapes qui vous ont permis de structurer ce modèle économique qui aujourd'hui est reconnu comme un success story? Bon, d'abord, les convictions. Il faut être passionné. Et moi, au début, quand j'ai reçu les coups de massue sur la tête, avant d'aller à l'Assemblée nationale, j'ai été élu député. J'allais le mardi matin prospecter dans la région parisienne. Et donc, c'est un élément qui a joué. Le deuxième point, c'est l'effort que nous avons fait en dehors de la prospection. Je dis bien uniquement dans la région parisienne. Nous n'avons pas prospecté ailleurs. Et des entreprises que nous avons réussies, nous ne les avons pas laissées nécessairement à Vitré, mais d'autres territoires en Bretagne. Une entreprise comme Sanden, 1200 emplois, elle voulait venir à Vitré. On lui a dit non, nous avons déjà 42% d'emplois industriels et des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Elle a été dans un autre territoire, elle a changé le territoire. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les conclusions à la fin, dans la mesure où nous faisons tout pour développer au même rythme les 46 communes. Et donc, nous incitons beaucoup, bien sûr ceux qui veulent aller à Rennes, mais beaucoup, et l'évolution de la population sur la ville de Vitré a été moins forte que l'évolution moyenne de la population sur les 46 communes rurales, parce que c'est un élément important. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous n'avons pas de gilets jaunes à Vitré. Le troisième point, c'est la fiscalité. On parle beaucoup maintenant, j'ai entendu le ministre de l'économie parler des impôts de production. Nous avons des entreprises qui sont dans la concurrence mondiale, des équipementiers automobiles et d'autres entreprises.
Et donc nous avons décidé, alors que le transport est gratuit à Vitré, de ne pas appliquer de versement transport. Et nous avons en même temps des taux d'impôt de 25% inférieurs. Il y a des entreprises qui, si nous n'avions pas ça, seraient parties au Portugal. Parce que lorsque le consommateur choisit sa voiture, il ne regarde pas d'où elle vient. Il regarde le rapport qualité-prix. Donc il y avait une pression sur une grande entreprise de 1200 personnes d'aller au Portugal. La différence entre Rennes et Vitré était de 4 € par heure de travail. Donc on ne le fait pas par idéologie. On le fait parce que la France, comme les autres pays, est soumise à la concurrence mondiale. Et alors, et demain, c'est un peu la conclusion. Nous savons très bien que des entreprises industrielles quitteront le territoire, compte tenu de la mondialisation. Donc on s'est donné une troisième jambe. À côté de l'agriculture, l'industrie, on fait tout pour favoriser. La troisième jambe, c'est le tertiaire. Autour de la gare de Vitré, nous avons construit nous-mêmes des bâtiments tertiaires. Et nous avons une première implantation d'informaticiens du groupe Intermarché de 200 salariés. Et la différence du coût entre Vitré et Rennes en matière compétitive pour 200 salariés était de 150 000 € de différence par an pour l'entreprise. Ce n'est pas négligeable. Donc nous pensons que le développement du tertiaire est une absolue nécessité. Et puis le deuxième point, c'est bien entendu les problèmes de formation. Nous avons un manque terrible. Je le dis, j'ai essayé de convaincre l'Université de Toulouse de reconstruire Sciences Po à Albi, dans cette politique d'aménagement du territoire. Refus tant du maire, pourtant CDS, que des agents universitaires. Et le troisième point pour nous que nous aidons, c'est envoyer le maximum de jeunes à l'étranger. Nous avons 8 villes jumelles et nous estimons par des bourses, plus on envoie des jeunes à l'étranger, plus ils reviennent avec l'esprit pionnier et l'esprit ouvert sur le monde. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers l'université, tout à fait confiant dans l'avenir de la ville et du territoire. Merci. Alors, vous nous dressez en réalité l'image, le portrait d'une ville productive, qui va être d'ailleurs l'objet d'un important programme de recherche que nous lançons au plan urbanisme, construction, architecture. Je me tourne maintenant à présent vers les chercheurs, enfin, Benoît Mantabonne, notamment comment vous avez appréhendé cette notion de la ville productive finalement. Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans vos recherches? Comment vous l'avez abordé, cette question? C'était un peu l'idée initiale, hein, évidemment, du projet qu'on avait déposé. C'était de se questionner justement sur cette ville productive, mais plus que la ville productive, c'est le territoire productif. C'est aussi ça qu'on a trouvé de manière assez rapide d'ailleurs, hein, c'est que finalement, c'est pas que Vitré, c'est l'ensemble du territoire de Vitré communauté qui est concerné. Ce qui était intéressant, nous aussi, pour faire vite aussi, c'est le rapport que ce tissu productif entretient avec la métropole. On est à 50 km de Rennes, bien évidemment, avec une montée en gamme métropolitaine qui est constatable tous les jours. Donc notre question, c'était aussi de savoir si le développement économique, et notamment le développement industriel de Vitré, était plutôt un effet de déversement, un report de la métropole, peut-être pour reprendre le terme de ruissellement qu'on a entendu tout à l'heure, ou est-ce au contraire on avait plutôt une dynamique endogène. Et le résultat principal, c'est qu'on a quand même une dynamique endogène, parce qu'une grande partie des implantations industrielles vient évidemment des entrepreneurs locaux, la SVA par exemple, qui est un peu dont tout est parti, hein. Donc c'est une société d'abattage qui est fait au départ des petits bouchers d'une commune voisine de Vitré, qui aujourd'hui est l'entreprise qui compte 1200 salariés et qui finalement produit les produits transformés du groupe Intermarché. Donc on a quand même une trajectoire, on va dire, endogène. Ça c'est très clair, mais cette trajectoire endogène, elle est complétée au fur et à mesure, à la fois par des effets de débordement de la métropole. C'est le cas pour Thalès, hein. Qu'on le veuille ou non, Thalès, ils sont venus de Rennes. Bon, donc ils sont quand même venus de la métropole, mais pas seulement de la métropole immédiate, mais aussi beaucoup de la métropole parisienne. Et ça, c'est aussi un des enjeux du positionnement de Vitré aujourd'hui. C'est le positionnement plutôt vers l'ouest, en gros vers la Bretagne, vers Rennes,
Et on a bien constaté, y compris au sein des ateliers, des discussions qu'on a pu avoir pendant un an, que le dialogue territorial avec la métropole voisine est complexe, compliqué. Parfois, il n'y a même pas de dialogue, ou parfois un dialogue de sourds, alors que finalement, se tourner vers l'Est, l'agglomération parisienne, mais aussi Laval, par exemple, hein, qui n'est pas finalement la ville vers laquelle on pensait, a priori, vers laquelle se tourner Vitré, c'est aussi vers là que ça se passe. Donc il y a un effet un peu on recherche un positionnement finalement entre la métropole bretonne d'un côté et d'autres villes à l'est du territoire. Merci. Je réponds. Il y a une étude qui a été faite par l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale, qui a calculé à partir de 15 critères de performance économique et de 15 critères de performance sociale comment se situaient les 21 régions françaises. Sur les critères de performance économique, l'Île-de-France est première, mais elle est 20e sur les critères de performance sociale. Et quand on fait l'addition des 30 critères, quelle est la première région française qui apparaît? Non, les Pays de Loire. C'est une colle. La deuxième, c'est la Bretagne. La troisième, l'Alsace. Et cette étude dit ceci. La force du Grand Ouest, ce n'est pas 2 métropoles, ce n'est pas seulement 2 métropoles, c'est essentiellement un réseau de petites villes et de villes moyennes, bien liées à son tissu rural, qui favorise et la compétitivité et la solidarité. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis très attaché à cette politique d'aménagement du territoire. Et c'est vrai, quand on a 20 ans et qu'on est étudiant, il vaut mieux être à Rennes, il y a plus de facilité de trouver des compagnes. Mais quand on a une famille, je sens aujourd'hui un retour et il y a une convergence d'intérêts entre les habitants des grandes villes pour éviter pollution, temps de transport, encombrement, coût de l'immobilier, et les autres territoires pour éviter la paupérisation et ce qu'on a vu au niveau des gilets jaunes. Donc moi, je suis pour favoriser cette politique de complémentarité. C'est quelquefois difficile de convaincre les métropoles, mais à terme de 10 ou 15 ans, c'est un vrai débat de fond. C'est la raison pour laquelle, oui, les jeunes à 20 ans, mais 70% des cadres de la région parisienne qui ont des enfants voudraient quitter la région parisienne. Merci d'y participer à cette politique d'aménagement du territoire. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous avons tous compris que la singularité du travail de Benoît a été non seulement de travailler avec l'élu, mais sur l'élu. Hein, il arrive de temps en temps pour un chercheur de travailler sur le vivant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive et qu'on achève ce cycle en accueillant François Mancebo, professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous êtes responsable scientifique de l'équipe de Château-Thierry. Vous nous raconterez en réalité le cas d'un projet qui est, d'une ville qui est entre Paris et Reims. Vous êtes intéressé en particulier à un espace qui est l'U1, qui est en réalité l'ancienne usine Belin, qui accueille aujourd'hui des activités de création et de diffusion artistique. C'est ce que l'on vous propose de retracer dans le documentaire à présent. Château-Thierry est une ville du sud de l'Aisne, qui est une petite ville. Elle a connu plusieurs grandes époques. Elle a connu une grande époque autour de La Fontaine, que tout le monde connaît pour les fables, dans le XVIIe siècle, et là encore un château dans la haute ville qui marque beaucoup l'imaginaire des habitants. Et puis ensuite, c'est une ville qui a connu une industrie très très développée au XIXe, au début du XXe siècle, essentiellement autour de la biscuiterie, mais pas seulement. Il y a donc une mémoire ouvrière, une mémoire industrielle dans cette ville. C'est une ville qui demande à être redynamisée. Par rapport aux autres villes, il n'y a pas de perte démographique ici. Il y a une activité industrielle qui persiste. L'accessibilité de Paris est excellente. On est à 1 heure de Paris et donc il y a une capacité, un potentiel de remise en attraction, de remise en appétence pour cette ville importante. Ce qui nous intéresse, il y a eu des opérations, des projets urbains qui ont été menés dans le nord de la ville, pour le cœur de ville historique avec son château, son marché, ses vieilles rues, et dans le sud, dans l'emprise ferroviaire. Et entre les deux, les populations du sud et du nord ne se mélangent pas trop. Il y a un véritable clivage et au centre, il y a cette fameuse île qui est le barycentre de la ville. Et sur cette île,
il y a un équipement culturel qui a été mis en place sur une ancienne friche industrielle, donc un site U1 du nom Unité 1 de la biscuiterie de Belin. Il y a la réflexion pour nous d'essayer de voir comment la mise en valeur de l'île peut contribuer à redonner une attractivité à l'ensemble de Château-Thierry dans les différents projets urbains qui sont portés. De quelle manière est-ce que l'île peut devenir un trait d'union entre les deux? Et bien entendu, parce que l'équipement culturel et l'offre culturelle qui s'y trouve sont constituants de ce qui se passe actuellement dans l'île, comment utiliser cette dimension culturelle, cette pépite culturelle importante et très diverse qui se trouve sur l'île. La focale sur l'île, où se situe l'unité 1 de Belin, est assez intéressante en termes stratégiques, parce qu'en fait, elle est au cœur finalement de la ville de Château-Thierry. C'est vraiment le lieu de passage un peu obligé, parce que il y a un seul pont finalement qui permet de traverser la ville, de la gare jusqu'au centre-ville et au quartier de Nord, notamment les cités d'habitat social, des Vauclises et des Blanchards. L'espace U1 est aujourd'hui constitué de 3 lieux culturels que sont la salle de spectacle, la biscuiterie, la salle d'exposition, le silo, et l'échangeur CDCN, qui est plutôt un espace qui est dédié à la danse contemporaine. Et en plus de ces 3 espaces culturels, nous avons une diversité d'associations sportives, culturelles et ludiques qui sont situées au sein de cet espace U1. L'idée, c'est vraiment de dynamiser Château-Thierry à travers la culture et les différentes animations culturelles. Ça nécessite forcément un travail sur l'aménagement urbain, mais c'est également un travail sur le lien social. Et en fait, les acteurs culturels permettent de travailler ce lien-là, notamment quand ils font venir des artistes en résidence du monde entier. Une vie artistique et culturelle qui peut être proposée en proximité permet aux uns et aux autres de se rencontrer, d'échanger, de partager. L'enjeu effectivement des activités que peut proposer l'échangeur, que ce soit à travers les activités par enfants, les activités famille, aussi les spectacles qu'on peut proposer ou les sorties de résidence, mais aussi les propositions qu'on peut faire dans les quartiers ou ailleurs, à l'école, dans les centres sociaux, etc. Notre enjeu, c'est évidemment de permettre l'accès à la réelle culture, mais c'est avant tout faire en sorte qu'il y ait de l'échange, de la parole, de la rencontre. La culture est un vecteur pour créer du lien social. C'est une occasion de créer de la cohésion, du vivre ensemble. C'est des mots qu'on entend beaucoup dans les discours, mais au-delà des discours, c'est vraiment des choses qui se vivent au quotidien. Et pour que ce soit vécu, il faut que ce soit partagé empiriquement. En fait, c'est parce qu'on partage du temps, parce qu'on est là, parce qu'il y a de la durée. Sinon, on est juste dans la consommation, c'est un plaisir immédiat, peut-être, mais ça ne va pas vraiment au-delà. C'est de la recherche-action que l'on fait. La mairie est notre partenaire. Donc il y a l'idée de proposer des choses très concrètes. Nous avons organisé un atelier de co-construction en 2 phases. Et la première session répondait à quelques questions qui concernaient notre sujet, la place de l'île et de U1 dans Château-Thierry. À l'issue de cet atelier, les personnes donnent des grandes pistes de solutions qui ont été retravaillées par l'équipe de recherche de manière à donner un certain nombre de thèmes. Il y en avait 7. Et pour ces thèmes, on a préparé du matériel aidant à la formulation de réponses, des photos, des cartes. Et dans un deuxième atelier, il est demandé aux mêmes personnes de mettre en œuvre concrètement ce qu'ils proposent. À la fin des ateliers, le type de fonctionnement est un type de fonctionnement consensus-dissensus. Et on se rend compte assez rapidement que finalement, tout le monde est d'accord sur un certain nombre de points, qui font des propositions concrètes. Et ça peut être des outils précieux ensuite dans la mise en œuvre des nouvelles politiques par la municipalité, mais également de compréhension des dynamiques de co-construction. On voit qu'il y a une volonté aujourd'hui politique, c'est aussi ça qui est extrêmement important. Il y a une municipalité qui a envie que cette île soit mieux connue, mieux traversée, que cet endroit qui est un espace culturel et artistique qu'on appelle l'espace U1 soit là aussi mieux connu, plus partagé. L'espace U1 peut être, à mon avis, beaucoup mieux. On a une large marge de manœuvre pour améliorer cet espace, aussi bien esthétiquement, parce que c'est pas joli, travailler sur la fonctionnalité, travailler sur l'accès à cet espace et à sa signalisation dans la ville, et peut-être aussi à sa dénomination. U1, pour les Castels, ça veut dire quelque chose.
Et pour les touristes, en disant U1, est-ce qu'on peut deviner qu'il y a derrière un espace culturel et social? Ce que j'attends du programme POPSU, c'est tout simplement de pouvoir permettre aux élus, aux maires, de prendre de la hauteur. Parce qu'on est aujourd'hui impliqué dans divers programmes de rénovation urbaine. Il est vrai que parfois on a la tête dans le guidon, comme on dit, et on a besoin de prendre de la hauteur. Je pense même qu'au-delà des conclusions qui vont être menées, rien que le cheminement pour arriver à ces conclusions est extrêmement utile. Il est utile pour les élus parce qu'il nous oblige à nous questionner, et puis je pense qu'il est également utile pour les habitants parce qu'ils sont directement inclus pour co-construire les conclusions finales. Avec POPSU, on cherche vraiment à mettre en regard l'action opérationnelle des décideurs publics, de leurs services, en lien avec les citoyens, avec les entreprises, dans un territoire qui a ses propres contraintes, et la capacité des chercheurs à regarder, à observer cette action, ces politiques publiques et à les évaluer. Et finalement, c'est bien le dialogue entre les deux qu'on cherche à mettre en valeur. En comprenant à la fois quelles peuvent être les contraintes des décideurs et quelles peuvent être les solutions, ou en tout cas les enseignements de l'approche des chercheurs, pour essayer de nouer un dialogue fécond entre les deux et de produire une action publique plus éclairée, plus efficace. Les conclusions que nous avons tirées sont que Château-Thierry peut absolument, en s'appuyant sur la culture, mais pas seulement, réussir à créer plus de cohérence dans son tissu urbain, devenir plus attractive, et devenir une ville dans laquelle les populations s'approprient leur espace de vie. J'ai une grande confiance dans les castro-théodoriciens à être actifs et à mettre en œuvre et à faire respecter leurs désirs. On l'a vu dans l'atelier de co-construction. La deuxième conclusion, c'est que lorsque l'on donne aux personnes la capacité de s'exprimer librement avec un cadre qui les mette en valeur, eh bien, on se trouve à chaque fois avec des résultats qui sont des résultats intéressants, des résultats matures, qui tiennent la route et que l'on peut mettre en œuvre. Et donc ça confirme l'idée que inclure ces pratiques de co-construction dans des politiques urbaines est vraiment la voie à suivre à l'avenir de manière beaucoup plus générale. Oui, donc le projet de Château-Thierry, effectivement, posait le problème de l'action culturelle, effectivement, au service de la revitalisation d'une petite ville. À Château-Thierry, cher François, ce qui est intéressant, au-delà même de ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a un changement de paradigme, enfin, quand même pas, mais Château-Thierry, il y a aussi une politique culturelle patrimoniale classique. Il y a la maison Jean de La Fontaine, qui est un équipement culturel très important. Et puis le choix par les élus, effectivement, d'une nouvelle politique culturelle d'activation sociale. C'est une transformation aussi de l'action culturelle. C'est là-dessus que vous avez travaillé. Et ça implique effectivement une modification des visions des élus et aussi des habitants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'intéressant parce que, et c'est là-dessus que je vous interroge à propos de cette friche, pour beaucoup de petites villes, la première solution, c'est une politique culturelle patrimoniale. Ça a été évoqué à Bréhension, c'est la plus évidente, hein, et c'est quelquefois la seule disponible. Mais effectivement, ce passage d'une politique patrimoniale, culturelle classique à une pratique innovante, est-il bien accepté par les habitants? La co-construction suffit-elle? Quel est son avenir? Oui. Alors, je dirais, je vois que Jean-Marc Hoffner est dans la salle, donc je dirais qu'il en est des politiques culturelles et de l'effet dynamisant des politiques culturelles dans les villes, ce qu'il en est de l'effet structurant des transports dans le passé. C'est-à-dire que des politiques culturelles, on en a eu à beaucoup d'endroits avec des échecs retentissants parce que c'est totalement impossible et totalement contre-productif de les penser en silos, c'est le cas de le dire, indépendamment des autres aspects. Dans le cas de Château-Thierry, ce qui est intéressant, c'est que U1 est vraiment marqué dans l'imaginaire collectif. C'est important. Lorsque les gens sentent une odeur de biscuit, ils savent qu'il va pleuvoir. On n'a pas dit c'est Pépito. Hein. C'est Pépito. Hein. L'unité U1 est là où était produit le biscuit Pépito. Il y a donc un attachement et une réactivation à travers cette offre culturelle d'une mémoire ouvrière existante qui imprègne la ville. Et là, on a une dimension importante pour l'appropriation. Cette île est le barycentre. Il y a 2 opérations d'urbanisme, au nord et au sud. Ça permet de faire le lien. C'est un deuxième aspect qui peut être valorisé. Il y a le lien à la Marne également, qui était oublié avec une dimension économique réelle.
qui est également mobilisé dans cette opération, dans cet aspect culturel. Donc, à mon avis, au-delà du fait de savoir si c'est une valorisation culturelle patrimoniale ou une valorisation culturelle par l'action, l'important est de savoir comment on le connecte à un certain nombre d'autres secteurs, tels que l'aménagement. On a vu que l'accès à U1 était assez peu visible et difficile, et il fallait améliorer ça. À une forme de gouvernance également, à l'intérieur de U1, dans lequel on a actuellement des structures assez dispersées qui demandent à être mises en cohérence. Bref, à tout un tas d'aspects dans la ville qui demandent, qui sont... La politique culturelle en elle seule, ce n'est rien. Ce qui lui donne la valeur, c'est son lien avec un certain nombre d'autres choses, c'est le facteur de déclencheur. Et de ce point de vue-là, par rapport à Jean de La Fontaine, par exemple, ou à un aspect très important, parce que créateur d'emplois également à Château-Thierry, qui est le lien avec les États-Unis via le le mémorial américain. Tout le monde sait que le fils de Theodore Roosevelt est tombé en 1918 là-bas, et que donc il y a des investissements. Lorsque Belin s'est retrouvé en mauvaise position, Nabisco n'est pas non plus arrivé par hasard, etc., etc. Tous ces aspects-là sont importants, et on ne peut penser la politique culturelle à Château-Thierry comme dynamisante que si on la lie au reste, et on ne peut la penser comme dynamisante que si on met les habitants au cœur du processus de définition de ces conditions, de ces différents aspects à mobiliser. On aura d'ailleurs bientôt les résultats, on travaille dessus, des Joint Fact-Finding. Merci beaucoup. On retrouvera l'ensemble de ces résultats de recherche qui vous seront présentés en réalité dans des cahiers POPSU qui seront issus en réalité de l'ensemble de ces travaux de recherche. L'occasion pour moi de vous remercier infiniment pour le travail qui a été fourni par l'ensemble des équipes de recherche ainsi que l'ensemble des élus et services qui ont été mobilisés au cours de cette première session.